Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Croyez pas que toutes les filles veulent absolument être dans une relation en mode romantique et tout. Non, c'est pas vrai. Comment passer de sex friend, parfois plan cul, relation un petit peu casual comme disent les Américains, à être en couple? Comment savoir si t'es en couple ou juste en bail avec ton crush? TikTok ou Instagram regorge de conseils sur les relations amoureuses avec tout un panel d'options. Eh bien, figurez-vous que tout ça vient d'être décortiqué par l'Institut d'études démographiques grâce à un questionnaire à très grande échelle auprès de 10 000 jeunes âgés de 18 à 29 ans en France métropolitaine. Cette étude a débouché sur un livre appelé La sexualité qui vient, qui dresse un portrait intime de cette génération et regorge d'apprentissage. Pour résumer, le couple reste la valeur cardinale, mais entre le célibat et la vie à deux, il y a 1000 possibilités, 1000 étapes intermédiaires d'exploration. Et il en est de même, vous vous en doutez, pour l'identité, les pratiques sexuelles, entre hommes, femmes, lesbiennes, gays, queer, non-binaires, gender-fluides ou pansexuels. L'idée, c'est que plus rien n'est binaire, justement. Le plus grand changement de pratique concerne d'ailleurs les femmes. Dans ce Sur le fil, j'ai donc invité la sociologue Marie Bergström, qui a dirigé ce livre, pour en parler. Sur le fil. Bonjour Marie. Bonjour. Pourquoi ce livre s'imposait ? Il s'imposait parce qu'il fallait faire une étude ambitieuse sur la sexualité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a comme parfois des moments d'accélération de l'histoire, et dans l'histoire de la sexualité et des relations intimes, on y est. Alors l'étude, elle contient énormément de données très précises. Et d'ailleurs, le livre fait près de 400 pages. Mais il faut peut-être commencer par remettre certaines choses à plat, et notamment le fait que cette étude, elle remet en question certains stéréotypes et le fait que le couple ne serait plus à la mode et qu'il y aurait, par exemple, une guerre des sexes. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de discours qui circulent sur cette jeunesse et sur les relations de genre, sur l'avenir du couple, de l'amour, etc. Et c'est souvent quand même des discours catastrophistes. Et alors, ce qui m'a... Donc, on publie aujourd'hui ce livre, il y a eu de premiers retours, et parmi les premiers retours, ce qui m'a, pour le coup, étonné, c'est qu'on m'a beaucoup dit c'est rassurant. Et alors, en quoi cela serait rassurant pour certaines personnes ? Ce n'est pas un livre qui dit ce qui est bien ou pas bien, aussi ce qui est. Et apparemment, ce qui est considéré comme rassurant pour beaucoup de monde. Donc, ça montre qu'il y avait des craintes qui n'étaient pas fondées. Donc, je pense que la guerre des sexes, ça en fait partie. Il y en a d'autres par rapport que le couple serait un modèle dépassé, par rapport au fait que parfois les jeunes ne feraient plus amour, ils seraient asexuels, ils auraient abandonné les applications. Il y a beaucoup d'images qui circulent. Le couple est la forme relationnelle dominante. On a demandé aux jeunes quelles sont les relations que vous avez eues dans les 12 derniers mois. On a capté différentes formes relationnelles, mais c'est 2/3 des personnes qui ont dit « j'ai été en couple » ou « je suis en couple ». Bien sûr, c'est pour les personnes qui sont en couple sur le moment où on les a interrogées. Donc, c'est vraiment la forme relationnelle dominante. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est un couple cohabitant, mais on se dit couple et c'est une relation qui est vraiment reconnue comme telle. Mais au final, aujourd'hui, ça veut dire quoi, être en couple ? Et être en couple, c'est pas forcément visible. Il n'y a pas de boîte aux lettres commun, etc. Donc, c'est quoi être en couple ? Déjà, en fait, c'est un vrai accent mis sur les sentiments. C'est-à-dire, on est amoureux, on est amoureuse. Donc, il y a un engagement ou une fondation, on va dire, affective qui est forte. C'est aussi une relation sexuelle pour une large majorité. C'est aussi une relation qui dure. Donc, ça, c'est important. Et à quel moment on est considéré comme étant en couple ? Donc là, c'est le travail d'une collègue, Malena Lapine. Et ce qu'elle montre, c'est que les jeunes qui sont en couple aujourd'hui, une large majorité discutent de l'exclusivité avec leur partenaire. Donc, on peut dire que l'exclusivité est devenue une manière aussi de dire, cette relation, en fait, c'est un couple. Par le passé, et souvent, les personnes répondaient, donc d'autres générations, que c'est quand on s'est embrassé la première fois, ou c'est quand on a couché ensemble la première fois. Alors que les jeunes d'aujourd'hui répondent, c'est quand on s'est dit mutuellement qu'on est en couple. En fait, maintenant, on entre en couple. L'entrée en couple est devenu un acte de langage. On se dit en couple et c'est à ce moment-là qu'on est en couple. Même si ça fait 6 mois qu'on a des relations sexuelles ensemble. Et ça, je pense que c'est quand même une vraie évolution. C'est une nouvelle manière de faire couple.
À l'autre bout de l'échelle des engagements, justement, il y a le célibat qui concerne 48% des 18-29 ans, mais qui en fait recouvre beaucoup de choses. Par exemple, on peut noter que les femmes sont moins souvent célibataires que les hommes dans cette tranche d'âge, et aussi que les personnes qui se qualifient de non-binaires, elles, le sont beaucoup plus. Il y en a même 2 sur 3. Mais le célibat, ça ne veut pas forcément dire l'absence de relations intimes, c'est ça ? Alors le terme peut-être le plus utilisé, c'est coup d'un soir. Nous, dans le livre, on parle d'histoire d'un soir. Et ensuite, on a donc d'autres relations qui s'inscrivent un peu entre deux. Et donc c'est là où on a cette grande diversité, ce grand nombre de mots. Donc sex friend, c'est le plus souvent utilisé pour ces autres relations. Alors dans le livre, on parle de relations suivies parce que de fait, ce sont des relations sexuelles qui sont suivies dans le temps, en tout cas quelques semaines, quelques mois, mais pourtant, ce n'est pas des couples. Donc, sex friend, c'est le terme qui est le plus souvent utilisé par les jeunes. Plan cul régulier est aussi très courant. Il y a aussi amitié avec un plus. Alors oui, je pense que déjà, cette forme relationnelle d'avoir une relation sexuelle qui s'inscrit dans le temps, mais qui pourtant n'est pas un couple, je pense que c'est quelque chose qui s'est vraiment diffusé ou développé et qui est particulièrement courante pendant la jeunesse et surtout cette jeunesse contemporaine. De ce point de vue-là, c'est pas du tout le fait de nommer quelque chose qui a toujours existé. Je pense que c'est nommer quelque chose qui est nouveau et la volonté de nommer, c'est justement de reconnaître qu'il y a là quelque chose de différent en fait. Mais j'avais fait une recherche justement sur l'usage des jeunes dans les années 2000. À l'époque, on parlait de couple, mais les autres relations, il n'y avait pas forcément de termes très spécifiques. C'était beaucoup de relations pas sérieuses. Il y avait le sérieux et le pas sérieux. Très clairement, la période qui est la vingtaine, elle est vraiment devenue une période pour beaucoup de jeunes, une forme de période d'expérimentation. Et comment est-ce qu'on explique cette évolution ? Le facteur principal de cette expérimentation, c'est quand même cet allongement de la jeunesse qui est... Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça ? C'est qu'en fait, il y a un report des responsabilités, mais on peut aussi dire qu'il y a un report de l'indépendance. En fait, c'est pas que une forme de liberté, c'est aussi la précarité, de reporter l'indépendance matérielle, résidentielle, professionnelle. Alors, soit on veut pas forcément s'installer en couple, soit on sent que c'est pas le moment parce qu'on sait pas si on va rester dans la même ville, on ne sait pas très bien ce qui va se passer professionnellement. Donc voilà, on peut vouloir avoir une relation intime, mais pas forcément être en couple. Ça peut être très bien vécu comme une forme de effectivement d'exploration, de renouvellement, mais on peut aussi mal le vivre. Et effectivement, renouvellement des partenaires, ça peut être de l'exploration, mais ça peut être de la précarité relationnelle aussi, c'est-à-dire en difficulté finalement à trouver quelqu'un avec qui s'installer alors que certaines personnes le souhaitent. Alors sur ce terrain de l'expérimentation, on voit bien dans votre étude, en se plongeant dans les données, que le changement est vraiment très marqué chez les femmes. On constate une augmentation du nombre de partenaires sexuels qui est vraiment marquée pour cette jeune génération. On s'y attendait, mais pas forcément à ce point-là. Parce que si on entre un peu dans les détails, nous, on peut comparer avec 2006. En 2006, les femmes de 18 à 29 ans, elles disaient avoir connu 4 partenaires en moyenne au cours de la vie. Aujourd'hui, les femmes de même âge, mais donc une autre génération, disent 8. Donc ça a doublé en fait pour les femmes. Pour les hommes, c'est plus important. Ils déclaraient 8 en 2006, maintenant ils en déclarent 12. Alors vous écrivez pas mal justement sur l'impact de MeToo, mais en réalité on comprend bien que le changement se nouait bien avant. En revanche, il semblerait quand même que MeToo a amené des évolutions, en particulier sur la notion de consentement et comment elle fait partie des discussions, du moins au sein des nouveaux couples. Le consentement est quand même devenu vraiment une valeur cardinale. Il y a des normes fortes pour ne pas forcer, ne pas se faire forcer. Donc là, c'est aussi les travaux de Rebecca Lévy-Guillain qui ont été très importants autour de cette norme de consentement. Elle est devenue une norme pratique, c'est-à-dire quelque chose par rapport auquel les gens se positionnent. Ils disent, mais est-ce que j'ai été vraiment consentante ? Est-ce qu'elle était vraiment consentante, etc. Et on voit dans notre étude que les jeunes discutent avec leurs partenaires. Alors, pas tout le monde, ça varie. On discute beaucoup plus dans les couples que dans les histoires d'un soir. On voit aussi qu'il y a beaucoup de
femmes qui disent avoir dit non à certaines pratiques. Donc on ne peut pas dire si ça a augmenté dans le temps, mais force est de constater que voilà, il y a des femmes qui mettent des limites et qui le disent, qui le verbalisent. Et est-ce que ça se traduit par justement des déclarations de violence plus fréquentes ? On a une très forte augmentation de déclarations chez les femmes. Donc chez les 18-29 ans, c'est 43% des femmes qui disent avoir subi des tentatives de rapports forcés ou des rapports forcés. En 2006, si on prend encore cette date comme un point de référence, c'était 23%. Chez les hommes, ça augmente aussi. Ça passe de 5 à 14. Donc là aussi. C'est un mouvement, je le disais au début, c'est un mouvement qui a libérer la parole, comme on l'a dit, mais c'est aussi un mouvement qui a conduit à s'interroger, à réinterroger ce qu'on a vécu. Et puis il y a aussi la question de l'identité sexuelle, des choix des partenaires, qui est absolument passionnante. Et là encore, on voit qu'il y a beaucoup d'options qui sont nommées, et je pense notamment à la pansexualité. Qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement un nouveau terme qui a émergé et là, ça ressemble, c'est similaire à la bisexualité, mais alors la bisexualité, c'est le désir pour un sexe ou un autre, alors que la pansexualité, c'est de ne pas... voilà, c'est un désir qui n'est pas genré, c'est-à-dire que déjà, ça peut inclure d'être attiré vers des personnes non binaires, mais c'est plus généralement de ne pas considérer que le genre est l'entrée par laquelle on va définir son désir et ses attirances et ses relations. Donc, il y a là, effectivement, une critique de la binarité de genre. Et est-ce que sur ce terrain, comme sur les autres, les femmes évoluent très très vite ? Là aussi, on a vraiment une évolution qui est très très forte. Si on compare encore avec 2006, à ce moment-là, c'était moins de 3% des jeunes femmes et hommes qui se disent autre chose qu'hétérosexuels. Donc la norme hétérosexuelle était quand même très forte et l'hétéronormativité, comme on dit, était très très manifeste. Aujourd'hui, donc plutôt en 2023 qu'on a fait cette étude, c'est 19% des femmes qui se disent autre chose que hétérosexuels. Et c'est 8% chez les hommes. Donc ça a augmenté chez les deux, mais vraiment chez les femmes, on voit là une évolution qui est vraiment très forte. On peut dire que, souvent on parle de minorités sexuelles pour décrire ces populations, du coup on peut dire que les minorités sont plus si minoritaires. Alors ça, l'hétérosexualité reste majoritaire bien sûr, mais c'est quand même très différent. 3% et 19%, c'est pas du tout la même chose. 19%, ça veut dire que c'est une femme sur 5 qui se disent donc soit homosexuels, bisexuels et pansexuels. Merci beaucoup Marie. À ces grandes tendances, il faut ajouter bien sûr beaucoup de nuances, liées notamment à des facteurs culturels comme la religion, mais aussi au milieu social. Et il faut aussi le dire, l'étude met en lumière des discriminations encore bien ancrées. Par exemple, 23% des personnes perçues comme noires disent avoir moins de succès sur les applications de rencontres. Pour en savoir plus, je vous invite bien sûr à lire le livre. Je vous laisse le lien dans la description. Sur le fil revient demain. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kiffer et je vous dis à très vite.